Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents avec nous ce soir pour cette troisième rencontre. Avant que Bruno Berteuil puisse vous accueillir, vous allez avoir, pour vous mettre en jambes, un tout petit film de quelques minutes sur la démarche. Voilà, si la régie veut bien lancer le film, ce serait superbe. Le département de Seine-Maritime, lors de sa séance du 14 décembre 2010, a décidé à l'unanimité d'engager une démarche participative de projet de territoire pour le département. Son nom, Seine-Maritime Imaginons 2020. Ses objectifs, construire une vision partagée de la Seine-Maritime, donnant à chaque espace sa place particulière dans la construction du projet. Positionner la Seine-Maritime dans la compétition territoriale, nationale et européenne, en définissant les leviers d'une attractivité renouvelée. Rechercher une cohérence d'ensemble avec les démarches des partenaires. Participer à cette grande aventure collective, c'est imaginer par exemple à quoi ressembleront nos modes de transport, à quelles énergies nous aurons recours ou comment nous concevrons des logements pour tous et respectueux de l'environnement. Dès janvier 2011, le département s'est engagé dans ce grand mouvement de mobilisation et de réflexion. Première étape, 750 agents du département ont répondu au questionnaire relatif à l'avenir de la Seine-Maritime. Deuxième grande étape, pendant 2 mois, entre mai et juin, une concertation grand public a été lancée, donnant la parole cette fois-ci aux habitants sénomarins par le biais d'un questionnaire disponible dans la revue Seine-Maritime Magazine et sur le site dédié seine-maritime2020.net. 8 pages où les habitants ont pu donner leur avis sur 7 thèmes. La consultation a reçu un grand succès populaire. Près de 8000 questionnaires ont été renvoyés, montrant un intérêt majeur pour l'avenir de la Seine-Maritime. Ils ont tous été traités et analysés. Parallèlement, 8 réunions publiques ont été organisées sur tout le territoire, en commençant par Fécamp le 31 mai, puis Croisy-sur-Andelle, Yvetot, Neuchâtel-en-Bray, Le Havre, Dieppe, Lillebonne, pour finir à Rouen le 29 juin. Nous considérons être confrontés à un certain nombre de défis pour les années à venir et nous nous sommes dit, plutôt que de raisonner en vase clos, d'organiser nos politiques publiques et de trouver des solutions tout seul, nous préférerions le faire avec le plus large éventail possible de sénomarins. Ces rencontres ont permis à chacun, en groupe, d'exprimer leurs préoccupations, leurs envies et leurs idées pour l'avenir de la Seine-Maritime, sous forme de une de journaux qu'ils aimeraient lire en 2020. On a choisi les personnes âgées. On a choisi plusieurs titres. On a choisi l'Union fait la force. Les agriculteurs créent le premier hypermarché de vente directe de produits alimentaires bio pour résister à la grande distribution. Plus de 1000 personnes ont participé à ces réunions dans une atmosphère constructive et conviviale. Les lycéens et les étudiants ont occupé également une place particulière dans cette réflexion. Le conseil des collégiens a participé. Les jeunes ont répondu à un questionnaire adapté au sein des commissions de leur mandature. Les travaux des étudiants, quant à eux, viennent de débuter. Ils vont réfléchir eux aussi aux grandes orientations prévues pour 2020. Quant au conseil consultatif départemental, il s'est associé également à la réflexion. Le débat va se poursuivre jusqu'à la fin du premier trimestre 2012, avec en octobre un cycle de 4 séminaires réunissant des experts nationaux et locaux, des représentants du monde économique et associatif, ainsi que de l'expression citoyenne. Ces ateliers sont appelés les fabriques de demain. En novembre, une grande réunion de restitution de toutes les propositions réunira les habitants qui ont répondu au questionnaire et ont participé aux réunions publiques. À la fin du premier trimestre 2012, un vote en assemblée plénière permettra de décider des grandes orientations à mettre en œuvre d'ici 2020. On passera alors à la stratégie et au plan d'action. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site seine-maritime2020.net. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ici pour le troisième Fabrique de demain. Alors, vous êtes déjà bien informés de la démarche qui est
est entreprise ici autour de ce projet de territoire et l'étape auquel nous participons ici. Je dis bien nous participons parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'entendre des spécialistes parler de sujets et de leur poser des questions, mais bien de travailler ensemble, est une démarche plutôt expérimentale, un peu à la manière de ce qui s'est passé jusqu'alors. C'est des démarches un peu nouvelles pour le Conseil général, même si elles ne sont pas forcément nouvelles pour tout le monde. Ça a été bien évidemment le travail auprès des agents, le travail auprès des cénomarins, à travers le questionnaire, à travers les réunions publiques. Et là, maintenant, on se confronte là aussi dans une perspective de préparation de notre plan d'action. C'est-à-dire que l'idée, c'est nous allons voter au mois de mars prochain les axes stratégiques de ce projet de territoire qu'il faudra décliner en plan d'action. Et c'est justement ensemble que nous allons essayer de déterminer les points essentiels de ce plan d'action. Et nous avons voulu ces fabriques de demain, non pas comme des paroles d'experts ou des rencontres avec des experts, mais bien justement profiter de la compétence et de l'expertise de spécialistes qui sont ici autour de moi, Sylvain Pasquier, Florence Janicatrice et Michel Renaud, que je remercie vivement de participer et de se livrer à cet exercice, de profiter de leurs paroles et de leurs connaissances, et aussi de nos réflexions ici. Et je vois ici parmi vous des gens qui sont déjà venus à plusieurs reprises et qui sont venus aussi, qui ont déjà participé d'une façon ou d'une autre à ces débats préparatoires au sein du Conseil consultatif départemental, au sein de vos associations, d'autres lors de réunions publiques. Et c'était aussi une façon de continuer ce travail-là en imaginant concrètement, en se confrontant aussi au concret de la décision politique. Il ne s'agit pas évidemment, et c'est en ça que la démarche est innovante, pour des élus de décider tout seul dans un hémicycle, mais bien évidemment d'imaginer avec vous les actions possibles pour plus tard. Alors justement, la fabrique d'aujourd'hui rentre en pleine résonance avec ce projet-là, puisqu'il s'agit de réfléchir autour des cénomarins comme acteurs de leur bien-être et de sa mesure. Donc deux ateliers, un premier atelier autour de la mesure du bien-être partagé, indicateurs, etc. et les choix. Donc je vais laisser tout de suite la présentation à Florence Janicatrice et à Michel Renaud, et puis un deuxième atelier que nous présentera Sylvain Pasquier, autour d'un thème. Alors, au moment où on l'avait décidé, réenchanter la politique, nous ne savions pas que le réenchantement d'un rêve serait mis à l'ordre du jour depuis quelques heures, en fait. Mais en fait, c'est malgré tout, c'est celui-là. Réenchanter la politique, quelle place pour les cénomarins dans la vie publique. Il s'agit là aussi de réfléchir dans les deux axes sur la façon dont les cénomarins peuvent s'emparer aussi de la vie publique, peuvent interagir avec les élus. Il ne s'agit pas là uniquement de parler de démocratie participative, mais d'aller au-delà et d'imaginer justement peut-être de nouvelles formes de démocratie participative et d'action des citoyens. Donc là, je me tais et je vais laisser la parole tout de suite, peut-être aux experts tout de suite, parce que nous avons, je crois, beaucoup de sujets à évoquer les uns avec les autres. Bonjour et puis bienvenue à toutes les personnes qui sont là ce soir. Donc effectivement, on aura deux ateliers. Je vais donner la parole à Florence Janicatrice et Michel Renaud. Mais je voulais juste faire un point d'introduction parce qu'effectivement, la question du bien-être est une question tellement vaste qu'elle pose question à tout le monde. Comme j'ai participé à l'ensemble des réunions territoriales, finalement, je me faisais la réflexion que quand les gens produisaient, lors des soirées de travail, produisaient des pages de couverture du futur, enfin du journal tel qu'ils aimeraient le voir en 2020, finalement, en mettant les titres, en disant plus d'intergénération, anticiper sur les énergies renouvelables, etc. Finalement, c'était un peu dessiner ou écrire le bien-être de demain. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, les gens avaient un peu exprimé ces attentes et ces espoirs. Donc, effectivement, du coup, ce sujet, ce soir, est un des deux sujets qui sera traité. Moi, j'avais un peu envie de poser la question, alors peut-être que c'est Florence Janicatrice qui pourrait commencer, poser la question, mais finalement, pourquoi d'un seul coup, on se met à se poser la question du bien-être? Est-ce qu'il y a une crise? Est-ce qu'il y a un problème? Et après, on viendra sur la question de comment on mesure, comment on analyse cette question du bien-être. Mais déjà, pourquoi d'un seul coup, enfin d'un seul coup, c'est pas si jeune que ça, mais là, ça redevient un petit peu d'actualité. Donc, pourquoi on se pose la question du bien-être? Avant, on analysait les choses avec le produit intérieur brut, ça suffisait pas?
Oui, bonsoir à tous d'abord. En fait, c'est une question très intéressante et en même temps, on pense qu'elle a émergé qu'aujourd'hui, mais c'est une vieille question de réfléchir quand même à la question du bien-être. Mais je pense qu'elle est tout à fait légitime. En tout cas, il est légitime que le département se soit emparé aussi de cette question. Parce qu'au fond, ce dont, si j'ai bien entendu Bruno Berteuil, ce dont la Seine-Maritime souhaite s'emparer, c'est une réflexion et un dessin pour 2020 autour de son projet de territoire. Et quand on a un projet de territoire qu'on se fixe, ça veut dire qu'on a besoin de se fixer un cap. Et pour se fixer un cap, jusqu'ici, en tout cas jusqu'ici et finalement depuis pas si longtemps, depuis 2-3 décennies, le seul cap qu'on s'était fixé, au niveau national, au niveau des territoires, au niveau international, c'était une expansion des richesses économiques en volume. C'était ça le cap. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est d'avoir les yeux rivés sur un cap univoque qui soit le seul possible et qui soit la recherche de la croissance pour la croissance. Puisque l'expansion en volume de notre richesse économique, c'est ça, c'est la croissance économique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher complètement la croissance économique. Ça veut dire que si on veut réfléchir à un projet de territoire, si on veut se fixer des caps, il faut mettre la croissance au bon endroit et être capable de réfléchir en trouvant un peu des formes de légitimité pour le faire, et c'est ça aussi tout l'intérêt, je pense, de cette démarche, réfléchir à la manière par laquelle on peut se fixer des caps en n'oubliant pas aussi la question des indicateurs pour les fixer. Alors pourquoi il ne faut pas l'oublier? Parce que justement, le PIB, comme vous le disiez en introduction, il a kidnappé en quelque sorte nos représentations collectives de ce que sont nos richesses, que ce soit un niveau international, un niveau national ou un niveau de territoire. Lorsqu'on identifie, lorsqu'on veut calculer, lorsqu'on veut repérer ce que sont nos richesses, spontanément, dans nos représentations collectives, surtout dans une enceinte comme celle-ci, un peu technocratique, un peu politique, un peu avec de l'expertise, on met en avant d'abord la richesse du PIB. Et donc c'est important d'être aussi sur ce débat des indicateurs, parce qu'on peut difficilement se dire « je veux me fixer un cap », en restant les yeux rivés sur le PIB, si l'on a l'impression qu'il n'est plus tout à fait à même de répondre à ces caps qualitatifs que l'on veut se fixer. Donc il faut tout à la fois être capable de réfléchir au bien-être et de réfléchir à des indicateurs qui viendraient l'identifier. Mais est-ce qu'on a une idée de ce que c'est que le bien-être ? Alors, ça, c'est une vraie question. Le bien-être, au fond, c'est un petit peu comme la qualité de vie, c'est un petit peu comme le développement durable. Le problème de ces concepts qui sont en partie un peu flous, c'est qu'une manière, un petit peu la grande pirouette de nos sociétés depuis 2-3 décennies, c'est que lorsqu'on a des concepts un peu flous comme cela, eh bien, on ne les définit plus, mais ils sont incarnés par des indicateurs. Par exemple, le développement durable, on sait, bon, grosso modo, qu'il faut une forme d'équilibre entre la dimension économique, sociale, environnementale, le cas échéant de la bonne gouvernance. Mais souvent, on va guère plus loin. Et ensuite, on identifie une sorte de panorama de quelques indicateurs qui vont venir incarner le concept. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas abandonner quand même ce débat autour des indicateurs, ne pas le laisser entre des mains techniques, en quelque sorte, parce que, au fond, ces indicateurs, ils représentent aussi un projet politique. Ils viennent le soutenir, mais en même temps, du fait de notre quantophrénie un petit peu grandissante, ils viennent finalement l'incarner. Alors du coup, et je pense qu'il y avait la question un peu sous-jacente que vous formuliez, c'est puisqu'on a en gros, on a la croissance économique et le PIB qui sont un peu hégémoniques dans nos représentations de la richesse. On veut se fixer des nouveaux caps. On sait que pour se fixer des caps, il faut d'une manière ou d'une autre être sur le débat des indicateurs. Parce que si on ne l'est pas, d'autres s'y mettront à notre place. Se pose alors la question de qui est légitime pour formuler à la fois un projet de territoire et formuler, le cas échéant, aussi des idées autour des indicateurs. Et donc, ce que nous disons dans des tas d'enceintes, à la fois d'experts, mais c'est sans doute pas les experts qui promeuvent cette vision le plus, mais en particulier dans des forums citoyens sur ces questions, c'est plutôt de dire ce qu'il faut mettre en avant, en particulier, c'est une forme de légitimité qui soit une légitimité qui provienne des citoyens. Parce qu'au fond, ce sont les citoyens qui sont légitimes pour dire ce qu'est leur bien-être, et certainement pas
pas un bien-être qui serait vu d'en haut, vu d'une forme de technocratie qui le dépasserait. Et Michel Renaud, vous aussi, vous êtes économiste et vous partagez l'avis de votre consoeur. C'est-à-dire que finalement, le bien-être, il doit être nécessairement défini par les bénéficiaires du bien-être, finalement. Oui, alors je ne sais pas si on peut utiliser le terme bénéficiaire, mais il faut rappeler quand même que, comme le disait Florence, cette question du bien-être, du bonheur, de la qualité de vie, parce que souvent les termes effectivement sont un peu flous et sont substitués les uns aux autres sans qu'on les définisse de façon précise. Bon, c'est une question très ancienne. Si on revient à l'origine du monde dans lequel on vit aujourd'hui en France et de ces démarches-là, on est dans une république et donc qui est encadrée par des constitutions. Donc quand les mouvements constitutionnels qui se sont libérés un peu de l'ancien régime au XVIIIe siècle, au XIXe siècle pour certains pays, pour ce qui nous concerne, bon, 1789, les États-Unis 1776, bon, l'objectif destiné, enfin, des politiques publiques, c'est d'une certaine façon, c'est le bonheur. Et l'idée qu'il y a derrière le bonheur, enfin de cette politique ou ces politiques du bonheur, c'est bien la libre association des citoyens qui doit déterminer de façon collective vers quelle direction on se dirige et qu'est-ce qui est ce bonheur. Donc d'une certaine façon, on a oublié un peu depuis assez longtemps pour justement y substituer des choses mal définies ou un peu floues, la richesse économique par exemple, eh bien cette logique de définition collective d'un bonheur et d'un sort commun. Pour essayer de justement, parce que le bonheur auparavant, bonheur c'est le bon sort, d'une certaine façon, c'est être favorisé par le sort. Et donc l'idée de ces constitutions et des mouvements révolutionnaires, c'était de s'abstraire du sort pour construire ensemble un devenir qui permettait d'aller vers le bien-être, la qualité de vie ou le bonheur, si on veut l'appeler comme ça. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a derrière cette question-là et derrière la question des indicateurs un projet politique, c'est-à-dire qu'il faut évidemment ne pas considérer les indicateurs et ce qu'il y a derrière comme des outils ou des instruments uniquement techniques qui seraient réservés à des aréopages d'experts. Derrière, il y a toujours un projet politique. D'une certaine façon, le PIB, le produit intérieur brut, la richesse monétaire et éventuellement son accroissement, si on se fixe ça comme but, eh bien, c'est un projet politique, c'est un projet de nature politique. Ça oriente la société dans une certaine direction. Et on voit bien, par exemple, au niveau des territoires, combien, quand vous regardez des documents sur l'attractivité des territoires, combien les variantes ou les dimensions économiques ou les indicateurs économiques apparaissent comme prégnants. Et on va vous dire, voilà, la Seine-Maritime, par exemple, enfin, je ne connais pas grand-chose sur la Seine-Maritime, mais combien d'emplois, combien d'entreprises, combien de richesses créées, voilà. Donc c'est un peu ce genre d'indicateur qu'on met en avant dans un certain nombre de cas pour dire, voilà, mon territoire est attractif, sans parler des questions de fiscalité. Alors je voulais juste, pour ne pas être trop long non plus, mais sur ces questions aussi de bien-être et de qualité de vie, il faut bien faire une différence également, et je pense que c'est dans ce cadre-là aussi qu'on est aujourd'hui, entre le bien-être individuel et le bien-être ou le bonheur ou la qualité de vie collective. C'est pas du tout la même chose et c'est pour ça qu'il y a aussi une différence entre ce que vendent, bon, vous avez dit qu'on était économiste, bon, de certaine façon on se soigne aussi parce que les économistes vendent un certain nombre de choses et souvent c'est du bien-être individuel. Donc ils vont regarder qu'est-ce que c'est que le bien-être de chaque individu et ils vont agréger ça et puis voilà, ils vont dire c'est le bonheur collectif. Mais le bonheur collectif ou le bien-être collectif ou la qualité de vie de tous, c'est radicalement différent d'une sommation de bonheur ou de bien-être individuel ou ressenti individuellement. Parce que quand on pose des questions à des individus, quand les économistes font des expériences, parce qu'aujourd'hui ils font des expériences, ils vous mettent en laboratoire pour faire simple, et puis ils font des expériences, c'est l'économie expérimentale, on appelle ça. Donc ils travaillent sur des individus isolés qui sont détachés de tout contexte social et qui, à partir de ce moment-là, travaillent uniquement sur leur bien-être individuel. Et donc on voit apparaître des phénomènes, effectivement. Alors quand on fait ce genre d'expérience, à la limite, avoir toujours plus, c'est toujours mieux. Parce qu'on les met dans des situations où c'est la même chose. Et puis, il y a des expériences assez frappantes où finalement, vous allez être plus content si l'autre a moins que si l'autre a plus, même si vous restez au même niveau de revenus ou de richesse. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on a ces résultats ? Forcément, parce qu'on met les individus dans des contextes compétitifs, dans des contextes individuels où ils ont à se prononcer sur leur propre sort. Donc, parler du bien-être collectif, de la Seine-Maritime par exemple, si on parle de la Seine-Maritime, c'est radicalement différent de parler de son bonheur individuel et d'ajouter les bonheurs individuels ou les qualités de vie individuelles des uns et des autres. Donc le bien-être, ça veut dire, qu'on est dans une acception ou dans une définition un peu plus large que ce qu'on avait jusqu'à alors l'habitude d'utiliser. Donc on est sur de la valeur, mais beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus... diversifié. Et puis, sur le fait que, quand même, il faut qu'il y ait des gens
qui portent un certain nombre d'idées communes. Parce que si ce n'est pas la somme des bonheurs individuels, c'est forcément qu'à un moment donné, il y a eu un projet collectif, où il y a eu une aspiration dans une idée un peu collective. Oui, ou tout au moins, pour prolonger ce que disait Michel Renaud, ou tout au moins, puisque vraiment le fondement de cette démocratie participative, c'est de bien dire que la somme des bien-être individuels ne fait pas le bien-être collectif, de réfléchir à ce sur quoi on fait l'impasse quand on réfléchit ainsi. Et ce sur quoi on fait l'impasse, c'est la préservation de tous ces biens communs qu'il nous faut absolument préserver pour produire en particulier, par exemple, un projet de territoire. Alors, c'est quoi ces priorités ? Ces priorités, ces biens communs qu'il nous faut préserver. Bah ça, moi, en tant qu'expert, je ne suis pas légitime pour le dire. Je peux bien dire, et on voit bien que l'expérimentation que vous avez tous menée, moi j'ai participé à celle de Rouen, puisque je suis de Mont-Saint-Aignan, donc j'ai participé à cette expérimentation qui était tout à fait intéressante. Les gens, ils mettent en avant quoi ? Ils mettent en avant des éléments relatifs à l'environnement. C'est un bien commun, l'environnement. Ils mettent des éléments relatifs à la cohésion sociale. C'est un bien commun, la cohésion sociale. Ils mettent en avant des éléments relatifs aux inégalités. C'est un bien commun, évidemment. Et donc, c'est tout cela qu'il faut préserver. Et évidemment, cela est incompatible avec une vision de la révélation d'un bien-être individuel. Et donc, il faut que l'on réfléchisse collectivement. Et de ce point de vue, les experts n'ont aucune légitimité à dire ce qu'est le bien-être au détriment souvent des citoyens. Bon, je vous annonce quand même qu'on va continuer un petit peu à travailler, même si les experts n'ont pas grand-chose à dire. C'est une boutade. Je redonne la parole à Emmanuel, parce que puisqu'on est dans le champ un petit peu de la participation, de la place des gens, des groupes, peut-être que... Oui. Hein, mais notre atelier sera très intéressant si ça tout à l'heure, puisqu'on va aller un petit peu plus loin et on va essayer de mesurer et de voir comment on peut traduire tout ça dans le projet de territoire. Oui, le lien, je crois que le lien a été posé d'entrée de jeu entre les deux ateliers, à la fois le sens à définir sur le projet collectif, et donc dans ces cas-là, qui doit le définir, quelle est la place des habitants. Alors peut-être pour nous éclairer ce soir et puis réfléchir un petit peu plus en approfondissement tout à l'heure dans l'atelier, donc on a demandé à Sylvain Pasquier, qui est sociologue à l'Université de Caen, je vais lui dire, voilà, on parle depuis effectivement déjà pas mal d'années quand même de la démocratie participative, qu'on oppose parfois ou souvent à la démocratie représentative, mais aujourd'hui c'est une vraie question. De plus en plus les collectivités locales, dans leur propre mode de gouvernance, dans l'élaboration de leurs projets, se demandent voilà, quelle place pour les usagers de mes politiques publiques, quelle place pour la population, comment donner leur juste place, donc à la fois peut-être des interrogations techniques, mais aussi des interrogations politiques. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, quel est votre point de vue de ce qu'est la démocratie participative, et peut-être aussi, au travers de quelques exemples, montrer qu'en fait, il existe parfois des formes presque radicalement opposées en fait, dans la manière de la vivre, de la mettre en œuvre, et peut-être aussi de ses effets. Oui, bonsoir. Je suis un peu déconcerté parce que j'ai très envie de participer au premier atelier. S'il me lâche, alors là, on est mal. Mais bon, on va faire un atelier commun. Je vais quand même tenir mes engagements. Et puis donc, j'ai été présenté comme le rayon chanteur. Alors ça, c'est un défi assez important à relever. Alors, en fait, la question, moi, telle que je la comprends, c'est de savoir de quoi on parle, finalement, lorsqu'on parle de démocratie participative. Parce qu'effectivement, donc le terme s'est imposé ces 10 dernières années dans la vie politique. Il y a une aspiration à des nouvelles pratiques, des pratiques qui se cherchent depuis un certain temps, depuis plus longtemps en France. Et puis on pourrait aussi signaler donc d'autres formes dans d'autres pays auxquels peut-être on ne pense pas suffisamment, évidemment dans des pays occidentaux, Amérique du Nord, mais aussi de façon assez significative donc dans des pays émergents, Brésil et l'Inde également. Alors, pour s'en tenir à la France, on a une espèce de label démocratie participative qui s'est imposé au point donc d'avoir occulté d'autres appellations antérieures. On parlait beaucoup de démocratie locale dans les années 80. Dans les années 90, on parlait de démocratie de proximité davantage, pour arriver donc, depuis ces 10 dernières années, au terme de démocratie participative. Du point de vue théorique, donc effectivement, il y a cette opposition avec la démocratie représentative, mais ça rapproche la démocratie participative
de la démocratie directe, avec ce fameux modèle antique d'Athènes, l'accès direct donc, des citoyens à la prise de décision. On parle aussi donc, de démocratie délibérative, qui va insister, elle, davantage sur la discussion, hein, avec notamment donc, la reprise de certains philosophes qui défendent une éthique de la discussion qui doit rendre légitimes finalement les différentes décisions. Alors, il apparaît difficile en fait de définir la démocratie participative, même théoriquement, au-delà de la simple formule « la démocratie participative, c'est la participation des citoyens », il y a un certain flou. Et je pense qu'il faut assumer ce flou peut-être pour relever plus précisément les enjeux qu'il y a tout de même à utiliser ce terme ou à développer des pratiques donc, qui se réclament de ce que j'ai appelé quand même un label. Alors, il y a un ensemble de termes qui entourent cette notion de démocratie participative. Je vous invite à taper Franck Lepage sur Google. C'est un humoriste qui ferait un excellent conseiller en communication, hein, et d'autant plus utile que les personnes n'ont rien à dire. Hein. Donc effectivement, il vous conseille comme ça, si vous n'avez rien à dire, eh ben, vous pouvez toujours employer les mots dans une réunion politique ou associative, habitants, acteurs, partenariat, développement local, proximité, citoyenneté, etc. Il y en a 17 comme ça, donc je vous passe la liste. Moi, je pourrais ajouter concertation, co-construction, tout ça. Bon, ça marche bien, ça. Alors évidemment, il y a une pointe de provocation dans tout ce que je dis, mais c'est vrai qu'on a des discours qui risquent de tourner un peu à vide si on ne se pose pas justement cette question. De quoi parle-t-on si on parle de démocratie participative? Alors je vous propose un petit, mais rapidement, donc, un petit exercice d'élucidation, hein, en mobilisant donc notamment deux exemples. Un premier rappel, ce qui explique quand même la généralisation hein, de ces pratiques. Vu d'en haut, ça peut s'expliquer, ce succès peut s'expliquer par une quête de légitimité, effectivement, donc des différentes politiques. Une légitimité donc ne leur apporterait plus la démocratie représentative, ou ce qui faisait les ressorts en fait de la démocratie représentative. Bon, le thème de la crise de la représentation est assez connu. Hein. Ça s'appuie sur la chute de confiance donc, dans les hommes politiques, principalement dans les années 80. Hein. Et puis donc on a des ressorts de cette représentation qui se sont émoussés, hein, vu le taux d'abstention, la baisse d'adhésion aux partis politiques et aux syndicats, hein, en fait la baisse d'une articulation justement entre l'action politique et les citoyens. Et aujourd'hui, cette confiance perdue par les politiques, elle se reporte sur les associations ou sur les ONG, hein, qui semblent plus à même de résoudre des problèmes concrets. Alors finalement, vous voyez, les citoyens ne se reconnaissent plus vraiment dans leurs représentants. Hein, et vu d'en bas, on peut dire qu'il y a on peut expliquer cette demande de participation aussi par un niveau d'éducation plus élevé des personnes qui, en plus, refusent de se voir imposer des décisions d'en haut, revendiquent le droit donc d'être partie prenante de ces décisions. Hein. Et puis, si on suit un peu la pensée de Tocqueville, donc ce fameux aristocrate démocrate, hein, on peut accréditer la thèse quand même d'une égalité des conditions, hein, d'une sorte de mouvement irrépressible qui fait que la quête d'égalité est toujours plus vive donc, au sein de nos démocraties. On veut toujours plus de démocratie et finalement, ça amène toujours à remettre en cause donc, les formes établies, institutionnelles, à un certain moment donné, des démocraties. Hein. Alors, si on suit toujours Tocqueville, évidemment, à partir de là, l'idée d'une classe dirigeante en elle-même, et donc d'une classe de représentants, devient contradictoire hein, avec un idéal de reconnaissance égale, non pas des personnes forcément en tant que telles, hein, mais véritablement des citoyens eux-mêmes. Alors, les deux exemples pour aller assez vite. Un premier exemple, c'est celui d'une commune de l'Orne, 200 habitants, hein, qui développe une démarche que le maire présente comme étant celle d'une démocratie collaborative. Vous voyez, donc déjà on se méfie un peu du terme démocratie participative. Ne me demandez pas pourquoi, mais bon, il y a un nombre de projets en matière d'assainissement, d'aménagement d'un terrain communal, qui ont donné lieu donc à des chantiers citoyens, qui ont mobilisé les habitants depuis la discussion, donc en passant par la décision et jusqu'à la réalisation.
Et donc, ça a donné lieu à ça s'est traduit par des réunions publiques assez mobilisatrices, parce que 50 à 60 personnes dans un village comme ça, c'est quand même pas mal. Et puis, l'intérêt de cette démarche, c'est qu'évidemment, elle apporte une légitimité aux décisions et à l'action, au résultat de cette action. Elle s'est avérée assez efficace, mais surtout, elle a créé du lien entre ces différents habitants. Parce que dans ce petit village de l'Orne, vous avez différentes populations dont la coexistence n'est pas du tout évidente. Hein. Des agriculteurs, des néo-ruraux, des bobos, entre guillemets, hein, mais le terme est souvent repris, face à des personnes qui connaissent des difficultés sociales, et aussi pas mal de personnes d'origine anglaise, hein, qui peinent quelquefois donc, à se mêler à la population locale. Donc il y a un intérêt véritable ici. Deuxième exemple, opposé, que j'oppose de façon un peu caricaturale, c'est celui d'un projet de développement territorial d'un quartier, donc d'un quartier défavorisé, à fort taux d'habitat social, d'une ville moyenne. Alors, dans ce cas, on a une initiative de la mairie, mais qui est relayée par un service du développement urbain. Un chargé de mission donc, se trouve en charge du montage du dossier, monte un dispositif, et le suivi, le contrôle est assuré par sa direction. Alors, on a une démarche qui se veut ascendante, 5 groupes thématiques, hein, que je ne cite pas, mais et puis donc ces 5 groupes sont chargés d'établir un diagnostic qui débouche sur des propositions, hein, lesquelles donc se dégagent pour être relayées par un groupe d'appui, hein, qui va assurer une coordination générale, et lui-même relayé par un groupe de pilotage, hein, et une remontée jusqu'à un groupe plénier. Donc là, on a toute une ingénierie, on a tout un dispositif. Ça demande pas mal de feuilles de papier sur... bon. Alors, et puis la composition quand même de ces différents groupes qui reste assez problématique, parce qu'un élu référent, 3 élus associés, un appui du service de développement urbain et des représentants de différentes structures qui interviennent sur le quartier, associatives ou d'intervention sociale. Hein. Quelques habitants qu'on a eu du mal... J'en reprends le terme, à recruter. On recrute les habitants, et qui sont souvent effectivement des personnes déjà impliquées dans les associations donc, nommées. Voilà. Quelques réunions publiques qui ne sont pas, enfin je ne veux pas caricaturer, encore une fois, qui ne sont pas nulles, hein, il y a de la discussion, mais c'est une centaine de personnes. Ce n'est pas si mal, il ne faut pas dénigrer complètement, mais à l'échelle d'un quartier qui compte 10 000 habitants. Hein. Et des réunions où finalement les habitants du quartier ne sont pas forcément les plus nombreux, parce que les intervenants sociaux ou associatifs qui n'habitent pas le quartier mais qui agissent sur ce quartier composent une grande partie du public. Alors voilà, encore une fois, c'est facile de caricaturer tout cela, hein, mais on voit donc... La deuxième initiative se caractérise par une démarche... Enfin, la première... Enfin, oui, cette deuxième initiative se caractérise par une démarche qui est plutôt partenariale, hein, alors que la première se veut collaborative. Je crois qu'il y a une différence qui tient aussi à la volonté de contrôle de la deuxième, alors qu'elle n'apparaît pas dans la première, et que la première fait un pari peut-être plus incertain sur la participation, mais qui s'avère peut-être plus fructueux. Un autre élément donc concerne la mobilisation des habitants, qui est réduite donc à peau de chagrin dans le second cas. Et surtout, au-delà du chiffre, ce qui est important, c'est l'impression que finalement leur intervention se trouve noyée parmi d'autres, ne fait pas autorité donc parmi les autres personnes présentes dans ces différents groupes. Alors, dans le premier cas, les habitants ont été impliqués d'un bout à l'autre, hein, et justement, on peut rappeler ces différents éléments d'implication. Je suis trop long ? Oui. Oui, d'accord. Eh bien, je vais terminer. Différents éléments d'implication, donc discussion, décision, réalisation. Alors, vous voyez, d'un côté, je pense qu'on peut caricaturer cette opposition, enfin, ou la forcer, en parlant d'un usage instrumental et technocratique de ce label de démocratie participative, et de l'autre côté, une forme qui finalement interroge aussi ce qu'est la démocratie, ce qu'est peut-être la politique, hein, avec cette dimension qu'effectivement, l'enjeu, c'est de créer de la communauté politique, je dis bien de la communauté politique, qui nous dégage d'autres formes d'appartenance, hein, et donc d'assumer
une forme d'incertitude et d'indétermination qui est le fondement même de la démocratie. Très bien, merci beaucoup. Mais voilà, les ateliers sont là pour qu'on puisse poursuivre. Alors, je vais quand même garder Sylvain avec moi pour l'atelier, sinon je veux bien m'en occuper, mais ce serait mieux s'il restait avec moi, même s'il est très attiré par l'atelier de Florence Génécatrice et de Michel Renaud. Juste sur le déroulé. Donc là, on va se séparer pour aller en atelier. Les ateliers sont juste à quelques mètres à droite. Il faut prendre le petit escalier là, tout de suite à droite en sortant. Et puis on a 2 salles qui nous attendent. On aura donc environ une bonne heure de travail, réflexion, échange en atelier. Et puis on se retrouvera donc vers 20h15 ici pour un petit débriefing et puis de pouvoir échanger justement aussi, et là je pense que ça pourrait être intéressant si on a le temps, on devrait avoir quand même le temps de pouvoir croiser justement entre les 2 ateliers, on voit bien les liens qui sont établis. Je me permets juste de le redire aussi, on est dans cette configuration dans la perspective évidemment de la construction de ce projet de territoire. Je reprends aussi ce que disait Florence Génécatrice, c'est-à-dire que voilà, il faut définir un cap. Enfin, la Seine-Maritime doit définir son cap, sa direction et essaye avec un certain nombre de démarches diversifiées de pouvoir en tout cas prendre des paroles comme ça pour pouvoir après travailler et que les élus puissent in fine, puisque ça c'est aussi de leur responsabilité, décider. Bref, l'idée c'est quand même qu'on puisse ressortir de ces ateliers avec quand même quelques productions. Alors quand je dis quelques productions, c'est dans le projet Seine-Maritime 2020, du point de vue justement de la question de la mesure du bien-être, mais quelque part en fait en se posant ces questions, c'est s'interroger sur le cap qu'on veut prendre, mais aussi sur la question de la place des habitants, sur quels enjeux ou quels objectifs ou quels points de vigilance il faut qu'on ait dans cette démarche-là, mais y compris en termes de contenu, pour que ce projet Seine-Maritime, imaginons 2020, voilà, soit pas un projet de territoire banal ou en tout cas classique, mais qui puisse être innovant et intégrer en tout cas ces réflexions-là. Voilà. Donc on essaiera de ressortir de ces ateliers avec 2-3 enjeux, 2-3 objectifs qu'on pourra comme ça remobiliser en tout cas durant la construction de cette démarche. Voilà, merci bien, à tout à l'heure, et donc je vous invite à rejoindre les ateliers, c'est numéroté, hein, donc l'atelier numéro... Enfin, de toute façon, c'est écrit sur les affiches. Donc, le 1, celui sur les indicateurs, et le 2, celui sur la participation. Non. On va reprendre, si vous le voulez bien, on va faire le débriefing des ateliers. Je m'excuse, je vous vole l'intervenante. Oui, on peut commencer. Bon, en tout cas, merci pour ceux qui sont encore restés. C'est vrai que c'est pas facile de rester longtemps. Alors, c'était pas un sujet facile. Pour autant, je pense qu'on a pas mal avancé. Et qu'on aura du matériau à réintégrer dans nos propositions qui vont être formalisées là, dans les semaines et les mois qui viennent. Moi, je retiendrai... c'est toujours les mêmes, hein, c'est les 2 mêmes bavards. Ils n'arrêtaient pas de parler dans mon atelier tout à l'heure. Ah bon, d'accord. Et en plus, vous êtes défendus. Donc, simplement, peut-être pour ceux qui n'étaient pas dans notre atelier, moi, ce que j'ai retenu, c'est que il y a quelques enjeux un peu, je dirais, évoqués déjà en introduction tout à l'heure. C'est la question de la définition du bien-être partagé, qui, même si c'est un terme un peu ancien, en tout cas, qui existe depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, si on élargit le concept, malgré tout, on est sur un concept et une idée qui va probablement nécessiter ou mériter un travail d'appropriation, de pédagogie et d'acculturation de la part des populations et des acteurs. D'où l'idée peut-être de soutenir ou en tout cas de promouvoir les actions d'éducation populaire, des lieux d'appropriation, d'acculturation, de discussion sur ces questions-là. On a même parlé d'un espèce de travail un peu perpétuel sur cette idée-là.
La deuxième chose, c'est la nécessité de définir ce qu'on pourrait mettre derrière la notion de bien commun, puisque finalement, peut-être que le bien-être partagé, c'est déjà se mettre d'accord sur ce à quoi on tient en commun. Et du coup, on a beaucoup parlé quand même de sujets qui sont des sujets liés aux personnes, aux gens, à la population, aux habitants, aux citoyens. On a peu parlé d'environnement comme un bien commun. Je pense que c'est pas qu'il n'est pas un bien commun, mais c'est vrai que le bien commun qui ressort le plus, c'est quand même le faire société ensemble, vivre ensemble et travailler de manière, enfin, oui, vivre collectivement autour d'un certain nombre de lieux, d'idées, etc. La troisième idée, oui, je disais, on n'a pas beaucoup parlé d'environnement. On a quand même une suggestion de dire finalement, est-ce que c'est pas de développement durable dont on parle, c'est-à-dire où on aurait effectivement l'économie, le social et l'environnemental, plus la gouvernance et la démocratie, enfin, ou en tout cas la participation de plus de gens possible dans ces définitions et mise en œuvre de politiques. La troisième chose qui revient, c'est tout le débat sur la question des indicateurs. Est-ce que finalement on est capable de traduire ce qu'on est en train de se dire sur ce qui fait bien, enfin ce qui est du bien-être partagé? Est-ce qu'on peut le traduire sous forme d'indicateurs? Donc on a parlé d'un certain nombre d'indicateurs non signifiants, donc des indicateurs qui finissaient par perdre de leur pertinence et de leur intérêt. Et puis des nouveaux indicateurs, indicateurs de développement humain, indicateurs de santé sociale, etc. Donc on sent bien qu'on a même eu des exemples sur des territoires voisins de Bretagne où on pratique et on utilise ce genre d'indicateurs, ou de Nord-Pas-de-Calais également. Donc du coup, il y a un travail possible et on pourrait imaginer de traduire ce bien-être à travers un certain nombre d'informations traduites dans des indicateurs, sachant que plusieurs ont été à dire que, attention, les indicateurs, quand on les définit, on y met du sens, donc il y a déjà un peu d'arbitraire, donc il faut bien essayer de le définir ensemble. Enfin d'arbitraire ou en tout cas de subjectif, donc il faut pouvoir ne pas le laisser définir par que quelques-uns, mais bien essayer de le faire de manière commune ou collective. Et puis la deuxième chose, c'est les indicateurs ne font pas tout, et du coup ça nous a amené à une deuxième piste de travail qui est la formalisation, en tout cas une attention particulière à la formalisation des bilans, des évaluations d'actions, d'activités d'association, etc., qui ne se résument pas à un commentaire d'indicateurs quantitatifs, mais qu'on y trouve aussi des informations descriptives sur le qualitatif, pour pouvoir décrire la situation de bien-être qui est qualitatif, qui n'est pas à travers des indicateurs comme un certain nombre de succès qui ont été évoqués tout à l'heure en matière d'insertion de personnes. On a même été jusqu'à dire peut-être qu'il fallait aller au-delà de l'évaluation et peut-être parler de mise en valeur plutôt que d'évaluation. Donc mettre en valeur l'information, l'analyse, l'expérience, les choses qui se font finalement, les actions qui sont mises en œuvre. Voilà pour notre atelier. Je pense que si j'ai oublié quelque chose ou si j'ai dénaturé vos propos. Merci bien. Alors, en ce qui concerne l'atelier numéro 2, il nous reste encore quelques heures de travail, donc on ne va évoquer que quelques points, mais ils sont déjà importants. Première chose, c'est dans la question de donner la parole, permettre aux gens aussi de s'exprimer, être extrêmement attentif à ce qu'un des participants à l'atelier a appelé un peu les invisibles. Permettre aux invisibles de s'exprimer, à ceux qui sont justement dans des situations d'isolement, de difficulté, de précarité, et qui ne trouvent pas aujourd'hui généralement leur place, en tout cas dans la démocratie participative organisée, et pas forcément leur place dans une démocratie participative un peu spontanée. Donc être attentif évidemment à cette catégorie-là. Deuxième chose, on a beaucoup parlé des associations, et c'était avec le constat peut-être d'un enjeu qui est celui de pouvoir renouer un lien entre les associations, en tout cas certaines associations, et ce qui relève du bien commun. Alors, parfois on peut dire intérêt général, mais c'est pas la même chose, bien commun ou bien public. Mais en tout cas, alors il y a des associations qui sont déjà évidemment dessus, parce que c'est leur champ d'intervention, mais toutes ne le sont pas. Et puis il y a des associations qui n'ont pas forcément non plus à y être systématiquement, mais en tout cas c'est une question qui se pose dans ce lien-là, avec le constat que l'État a joué pendant des années un rôle d'animation et de régulation et de soutien vis-à-vis des associations,
qui aujourd'hui n'est plus rempli. Et donc les associations se tournent vers les collectivités locales, mais vers toutes les collectivités locales dans un jeu un peu de ping-pong et de renvoi de balles, puisque chacun dit c'est pas ma compétence et ça coûte cher. Très bien, mais en tout cas les associations se font balloter. Il y a peut-être un enjeu à retravailler entre collectivités locales d'ailleurs aussi sur ce champ-là. L'autre point, un autre enjeu évoqué, c'est l'affirmation de ce qu'on a appelé un peu la reconnaissance de l'expertise d'usage, de l'usage. C'est-à-dire dans les débats, dans les échanges, seuls les techniciens n'ont pas le droit, enfin n'ont pas seul droit à la parole. Et parce qu'on est usager, parce qu'on vit quelque chose, on a aussi le droit de s'exprimer. Et c'est en soi une expertise aussi, parce que c'est la reconnaissance d'un point de vue, d'un regard, et en tout cas de parties prenantes. Mais en même temps, en accompagnement peut-être à cette reconnaissance de l'expertise de l'usage, c'est aussi de bien veiller à la mise en capacité à pouvoir participer à ce type de processus de démocratie, et donc qui peut tourner autour de l'appui, l'accompagnement, l'animation, parfois la formation, pour donner des clés à des personnes afin qu'elles puissent être en capacité, en mesure de pouvoir participer si elles le souhaitent. Autre enjeu, c'est celui de dire que dans les formes, alors il doit y avoir là diversité entre les formes de démocratie participative, pour rester un peu sur cette appellation-là, entre ce qu'on constate être la démocratie participative organisée, celle par exemple qu'on va trouver au travers du comité économique et social, des conseils de développement, des conseils de quartier, le conseil consultatif départemental, conseils municipaux jeunes, lycéens, collégiens, enfin bon, voilà, qui sont généralement à l'initiative quand même de l'institution. Et puis ce qui relève de la démocratie participative ad hoc, qui peut être soit d'ailleurs à l'initiative quand même de l'institution, qui va mettre en place un jury citoyen ou un groupe d'usagers particuliers sur une problématique spécifique, ou qu'on va trouver même dans des procédures de concertation publique rendues obligatoires. Mais attention, la démocratie ou les formes de démocratie participative ne sont pas la seule initiative des autorités publiques ou des institutions. Elles peuvent évidemment et heureusement venir de manière un peu spontanée des citoyens eux-mêmes. Quelques conditions ont été évoquées aussi pour faciliter ou améliorer en tout cas l'existence de la démocratie participative. C'est de dire qu'il faut qu'il y ait une volonté politique. Alors, certes, parfois pour initier des choses, mais il faut une volonté politique aussi pour entendre quand ce n'est pas à l'initiative de l'institution. Et parfois, il y a de la peur et de la crainte vis-à-vis justement de ces démarches-là. Mais non seulement il faut qu'il y ait une volonté politique, mais il faut qu'il y ait aussi une volonté ou une acceptation de la part des administratifs eux-mêmes, de l'administration. L'institution doit se regarder dans son corpus politique et aussi son corpus administratif. Se rapprocher aussi de la question se rapprocher des lieux de vie. On va pouvoir plus facilement toucher des gens quand on est en proximité et avec leur ancrage effectivement territorial. Une autre condition est apparue et qui a été évoquée comme vraiment majeure et essentielle, c'est celle du temps. Si on inscrit, et dans les deux exemples que Sylvain Pasquier citait, l'exemple dans la petite commune, le village, dans l'Orne, il n'y avait pas de temps imposé. Alors que dans l'autre cas de figure, on était dans un calendrier rendu obligatoire. Et dans ces cas-là, ça fonctionne évidemment moins bien. Donc il faut donner du temps au temps. Et Sylvain Pasquier disait, à juste titre, de toute façon, prendre la bonne décision, c'est aussi gagner du temps. Parce que si on prend une mauvaise décision, on perd du temps derrière, on le sait par les évaluations. Donc la question du temps est aussi quelque chose qu'il faut affirmer. Et puis, peut-être être aussi dans une posture où sur ce champ de la démocratie participative, le département pourrait peut-être réfléchir à ce qui pourrait être un peu, pour appeler de la recherche-développement, alors autour de l'innovation sociale de manière générale d'ailleurs, hein, mais dans l'innovation sociale, autour aussi des questions justement de la démocratie, peut-être en lien aussi avec les indicateurs. Mais voilà, affirmer cette volonté d'aller sur ce champ-là, faire de l'échange d'expériences, de la transférabilité, que ce soit au niveau national ou international, mais
être aussi avec un peu cette approche-là autour de cette notion de recherche-développement. Et puis enfin, un peu le dernier point, évidemment, mais ça allait un peu avec la volonté politique, c'est aussi d'affirmer qu'on est prêt à initier, voire à soutenir ou à écouter, en tout cas à jouer le jeu de la démocratie participative sans instrumentaliser. Voilà, évidemment. Ça va, mais ça fait du bien de le dire. Voilà. Alors, tu as coup de poing. Est-ce que, avant que Bruno Berteuil se lance dans l'exercice difficile non pas de conclusion, mais en tout cas, voilà, de ressortir quelques points, puisque souvent on ouvre des chantiers, est-ce que vous avez des questions à poser, ou est-ce que vous voulez réagir, même y compris nos intervenants, hein, par rapport à ce qui a été dit d'un chantier, d'un atelier à l'autre, j'allais dire d'un chantier à l'autre, mais c'est un peu ça, ou vous-même, si vous souhaitez reposer une question, ou il est tard, tout le monde a faim, je sais, fatigué aussi. C'est vrai, hein, ça hoche la tête. Hein. Là, si on fait un vote, hein, le jury citoyen... Allez, un petit mot. Moi, je suis toujours prête à parler, hein, je n'ai pas de problème avec ça. Alors, non, en fait... c'est en lien aussi. Oui, mais justement, voilà. Ce qui me frappe, c'est qu'au fond, quasiment la totalité des problématiques que vous avez soulevées a été déclinée d'une manière ou d'une autre dans notre atelier. Si je prends la question des biens communs, évidemment, finalement, identifier le sens du territoire, ce qui fait sa richesse, etc., c'est aussi identifier et mesurer, le cas échéant, ces biens communs. Lorsque vous parliez des invisibles, finalement, nous avons parlé tout le temps des invisibles. Lorsqu'on a dit qu'il fallait retrouver, que le plus important était parfois, pour un certain nombre d'individus, de retrouver la dignité humaine et que celle-là se mettrait jamais dans des chiffres. C'était déjà aussi une question relative à ces invisibles qu'on a du mal à capter, en particulier dans nos représentations très instrumentées. L'expertise d'usage ou l'expertise ordinaire, nous on l'a posée sous l'angle de qui est légitime pour penser ce qui fait société. Qui est légitime, c'est évidemment l'ensemble des citoyens, jusqu'au plus petit, jusqu'à l'invisible, qui est légitime pour penser ce qui fait faire société. Et puis, quand vous parliez des différentes formes de démocratie, nous, ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est l'occasion de le dire, c'est que en matière d'élaboration d'indicateurs, il n'y a pas de prêt-à-penser. On ne peut pas dire c'est comme ça qu'il faut que vous fassiez parce que là, ça aboutit. Non, il faut que chaque territoire, chaque communauté, chaque, je ne sais pas quel est le bon périmètre. D'ailleurs, c'est une question qu'on n'a pas posée, mais qui est une question aussi centrale, parce que est-ce qu'il faut des indicateurs universels qui soient légitimes à tous, ou est-ce qu'il faut que chaque territoire porte sa singularité? C'est une vraie question, hein, pour l'acteur public, on le sait bien. Et donc, cette question de la diversité, on la voit aussi de cette manière-là. Et puis, la volonté politique et le temps, évidemment, ce sont des questions centrales. Le temps, on aurait pu y passer. Le Nord-Pas-de-Calais est engagé sur un projet depuis 2003, je l'ai esquissé très rapidement, et elle n'a pas fini, et elle n'aura jamais fini sur ces questions. Et il faut prendre le temps, parce que, évidemment, les choses essentielles nécessitent de le faire sans précipitation. Mais nous avons perdu dans nos sociétés qui ont perdu aussi le sens du progrès, nous avons perdu la notion du temps dans notre précipitation et dans notre accélération, si je reprends le titre d'un théoricien bien connu. Oui, juste un mot pour compléter ce que dit Florence, sur la temporalité, sur la question des procédures, parce qu'effectivement, autour des indicateurs, on tourne autour de cette question-là. En fait, la question essentielle, il y a les indicateurs, mais il y a la démocratie et l'association des citoyens, qui est une question absolument centrale quand on travaille sur cette question. Et je voulais simplement dire qu'il y a des tas d'expériences partout dans le monde, enthousiasmantes, ou en particulier, je pense à ce qui se passe actuellement en Pays de la Loire, par exemple, autour de leur projet sur les richesses, qui se passe partout dans le monde. On est en France, en Seine-Maritime, mais dans des pays au Brésil, en Argentine, dans des tas d'autres pays, en Afrique, etc. Il y a des tas d'expériences, au Canada aussi, il y a des tas d'expériences extrêmement intéressantes d'associations des citoyens, alors pas seulement à la question de ces indicateurs, mais plus généralement à la question, disons, de ce qui fait société, ce qui fait sens, ce qui nous réunit, comment on construit des projets collectifs. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut trouver la bonne entrée aussi. Hein. Je me rappelle d'un projet qu'on avait eu l'occasion de voir quand on avait participé avec Florence, là, quelque chose autour du
Conseil de l'Europe, qui était quelque chose qui s'était déroulé en Italie autour de ce qu'ils avaient appelé ça la sagesse du paysage ou la conscience du paysage. Enfin, c'est difficile à traduire en français, mais où il y avait tout un projet qui s'était déroulé autour de justement quelle était la richesse le plus apportée par le paysage dans lequel on vivait. Et donc autour de cela, on peut décliner. Donc c'est une forme de structuration aussi des choses. Donc ça veut dire aussi qu'il faut, et on revient un peu à ce que disait aussi un des grands théoriciens de la démocratie participative qui est John Dewey, c'est comment on constitue un public. C'est-à-dire comment on institue des gens à pouvoir être aptes à participer autour de projets, de choses qui les concernent. Il ne s'agit pas non plus d'imposer des choses toutes faites où on dit venez discuter de problèmes déjà définis qu'on a déjà discuté entre nous, le bien-être ou d'autres questions qui sont déjà formatées et formalisées, mais comment est-ce que vous pouvez construire vous-même les objets qui vont vous concerner. Donc ça aussi c'est une question absolument essentielle parce qu'on voit bien qu'on peut avoir 200 personnes dans une salle pour participer, discuter. Il suffit de mettre une antenne relais près d'un lotissement par exemple. Donc là vous aurez 200 personnes. Si on parle du bien-être, c'est un peu plus difficile. Donc ça nécessite aussi des formes d'appropriation, des formes de conscientisation, du travail de fond. Et le temps est essentiel. Si on veut parler sur le bien-être, par exemple, ça peut être sur n'importe quoi, il faut un travail dans le temps. Et le temps, effectivement, on ne l'a pas toujours. Et le temps court de la décision politique, voire des mandats politiques dans un certain nombre de cas, est structurant sur la démocratie. Oui, une réaction rapide. C'est vrai que notamment sur ce dernier point, je pense que la sociologie des publics, notamment aujourd'hui, nous pousse à penser que l'action politique, où le public est quand même directement concerné, l'action politique ne doit pas se penser comme une action qui toucherait des publics préconstitués. C'est l'action qui constitue le public. Comme on pourrait le dire à propos d'événements culturels. Le public se constitue autour de l'événement et autour de l'action. Et donc l'enjeu pour les politiques, c'est vraiment de constituer leur public. Ça semble être un peu difficile à envisager, mais je pense qu'il y a un véritable enjeu donc, qui renvoie à ce que vous disiez. Le lien entre les deux ateliers, là, il m'est venu tout à l'heure en vous écoutant et a suscité mon envie de participer à votre atelier, c'est sur cette question du bonheur, effectivement. Et vous avez bien rappelé comment elle naissait particulièrement avec la Révolution française, dans la Révolution américaine aussi. Et dès le départ, dans la Révolution américaine, je crois que c'est Jefferson qui évoquait déjà l'idée d'un bonheur public. Expression, je crois, reprise par Tocqueville, et expression que comprennent très bien les gens qui participent. Si on veut réenchanter un peu la démocratie et la démocratie participative, expression que comprennent très bien les gens qui sont amenés à faire des choses ensemble. C'est-à-dire qu'ils éprouvent dans cette action en commun un bonheur qu'ils n'ont nulle part ailleurs. Et ce bonheur-là, justement, il n'est absolument pas divisible entre les individus. Et il ne vaut justement qu'à être partagé. Donc cette dimension du bonheur-là, elle est effectivement importante à prendre en compte. Et je serais tenté de dire aussi à propos du bien commun, c'est que le premier bien commun, justement, qu'il importe peut-être de défendre, c'est la démocratie elle-même. C'est la démocratie elle-même. Et donc parler de démocratie participative n'a de sens qu'à faire effectivement vivre ce bien commun. Et là, effectivement, ça n'est pas simplement à l'initiative d'élus, de personnes qui se trouvent en position, c'est à l'initiative de tout un chacun. Merci à tous. Il me revient la lourde et difficile tâche de conclure, et en même temps, c'est une tâche impossible, puisque je crois que là, dans ce que nous avons entendu, il est évidemment impossible de conclure. Nous sommes ici dans un moment de la démarche, et je crois plus que dans les autres fabriques auxquelles on a pu assister, pour ceux qui ont été là, je crois que plus celle-là que dans les autres, nous sommes vraiment dans un chantier qui est ouvert, sur lequel on a ouvert beaucoup de possibilités, et où là, pour le coup, c'était un bonheur d'être présent et d'entendre ça. Plutôt quelque chose de très stimulant, en fait, très stimulant, et d'où la difficulté de conclure. Je retiendrai quand même trois choses peut-être, mais qui sont des choses qui pour nous sont à remettre en permanence sur l'ouvrage. C'est tout d'abord que c'est un travail continu. Voilà, c'est un travail continu ce qui se passe, et que quand bien même nous aurons des objectifs, quand bien même nous aurons des pistes, quand bien même cela pourra se traduire dans des axes stratégiques et éventuellement dans le plan d'action, je crois que ce qui se passe, et en particulier autour de cette séquence-là des fabriques de demain,
En fait, ça revient à se poser une question qui est essentielle et qui fait qu'on fait de la politique et qu'on s'engage, c'est de réimaginer sans cesse le lien entre la collectivité publique et le citoyen. J'ai beaucoup apprécié ce qui s'est dit sur l'usager, parce que c'est une question qu'on se pose souvent, c'est de sortir de l'usager. Quand je dis sortir de l'usager, c'est pas unique que le rapport entre le citoyen et la collectivité ne doit pas se résumer au fait que le citoyen soit un usager. Et que justement ces usagers, c'est aussi un savoir, mais c'est aussi effectivement un lien qu'on doit imaginer nouveau. Souvent, en fait, l'élu rencontre les citoyens dans des réunions publiques, moments de campagne électorale, etc. Mais que l'usager, et donc là, pour le coup, le citoyen, et en particulier tous ces citoyens invisibles, parce qu'une grande partie des usagers du Conseil général sont justement ces citoyens invisibles. C'est le budget de la solidarité, c'est 40% du budget du département, et que c'est justement ceux-là qu'on ne voit pas et qui ne participent pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on a à la fois un levier, parce qu'on sait, on les a identifiés, on les a en contact, mais en même temps, justement, on n'est jamais avec eux véritablement pour aller plus loin et pour justement les faire participer à cette vie. Et je crois qu'il y a ici véritablement un enjeu pour nous important à réussir. Et alors j'ai parlé de ces citoyens, parce que vous avez parlé des invisibles, mais d'une manière générale, effectivement, c'est toujours cette question de réimaginer le lien entre le citoyen et la collectivité. Il y a un deuxième, et je serai beaucoup plus rapide sur les autres, mais ils en découlent. C'est d'une part vraiment identifier les acteurs et travailler avec les différents acteurs. Alors on a parlé beaucoup des associations partout, et à la fois comme facteur de cohésion. On a eu de très très beaux témoignages sur ce que pouvaient faire les associations dans leurs liens. Et justement, à chaque fois, ça m'a amené à essayer d'imaginer de nouveaux rapports entre la collectivité et les associations, de même qu'on imagine de nouveaux rapports entre la collectivité et les citoyens. C'est-à-dire que les associations, effectivement, et là il y avait une demande très nette, parce que bon, on voit bien que beaucoup de représentants ici sont membres d'associations, ont dirigé l'association et sont liés d'une manière générale au mouvement associatif. Et que là, il y a un chantier pour nous qui est vraiment fondamental, à la fois dans ces questions de démocratie, dans ces questions de bien-être partagé. Voilà. Et ça m'amène au troisième axe de réflexion pour nous, c'est d'imaginer les outils qui vont avec tout ça. Les outils, bien évidemment, à l'intérieur des services, c'est-à-dire que les outils à la fois pour discuter avec les associations, comment on met en œuvre cette politique et ces liens avec les associations, avec les différents acteurs, quels sont les outils dont on se dote pour faire vivre cette démocratie. J'ai été pendant quelque temps responsable, adjoint en charge de la démocratie participative dans une grande ville, où nous sommes concrètement, et je sais que c'est quelque chose de compliqué à faire vivre, et en même temps c'est pas forcément satisfaisant, et donc c'est peut-être de nouveaux outils qu'il faut imaginer. Voilà. Et tout ça, en fait, ça nous amène véritablement à une véritable révolution culturelle, une révolution culturelle dans les services, une révolution culturelle dans le fonctionnement de la collectivité. C'est fait qu'on touche ici à ce pourquoi on a voulu faire le projet de territoire. Voilà. Mais en même temps, quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. C'est que j'ai simplement ouvert des portes qui étaient déjà ouvertes, bien évidemment, et que la seule chose que l'on sait, c'est que ça sera une révolution culturelle, mais ça sera en même temps une révolution qui doit être permanente. Voilà. Donc c'est un beau chantier. Merci à vous de nous avoir aidés à l'imaginer, mais je pense que nous ne sommes pas sans nous revoir. Voilà. Quand je dis nous revoir, c'est les uns et les autres. Voilà, merci bien. En tout cas, si certains sont intéressés, je vous rappelle, même si vous n'êtes pas inscrit, que jeudi prochain, il y aura la dernière et quatrième et dernière rencontre autour de la question, d'ailleurs ça pourra le mettre aussi en lien, de l'attractivité territoriale, alors avec des mots barbares, le marketing territorial, les critères d'attractivité, mais aussi la place de l'identitaire, de la culture, du patrimoine dans les facteurs d'attractivité. Voilà, bonne soirée à tous et merci bien.